Bonjour à tous. Voilà, je vais m'entretenir avec vous sur un aspect de notre maison mondiale. Mr. King nous a dit que dans cette maison mondiale, il y a des chambres, n'est-ce pas? Dr. Johnny Mack, nous a parlé de manière générale ce que l'on trouve dans cette maison. Il nous a parlé du séjour, le salon, il nous a parlé de la cuisine, il nous a parlé de certaines chambres qu'on trouve là-dedans et surtout, il a posé les bases par rapport à l'approche que nous devons avoir de la non-violence. Moi, je vais juste ouvrir une des chambres de cette maison. Et dans cette chambre-là, on trouve trois choses. On trouve l'économie, on trouve le social et on trouve l'environnement. Donc, du coup, je vais aller m'entretenir avec vous par rapport à ce qu'il y a dans cette chambre et parler de la métalogique, de la non-violence, en se basant sur la question de cette chambre-là. Autre chose que Mr. King a dit, il a dit qu'il faudrait vraiment que dans la maison mondiale, on puisse regarder à fond la question de valeur. Parce que en réalité, la base de tout, ce sont les valeurs qui fondent notre action, qui fondent notre comportement. Et donc, à partir du moment où les valeurs sont corrompues, en fait, on va voir que finalement, les résultats seront différents de ce que l'on entend généralement. Et Mr. ou Dr. Johnny Mack est venu nous dire que nous avions le choix. We have the choice. Nous avons le choix. Et nous avons le choix de se dire, tiens, je vais agir de cette manière ou d'une autre manière. D'ailleurs, notre cher MC nous a demandé de dire à nos voisins que nous avions le pouvoir de mieux agir. Pourquoi je suis en train de parler de ces choses? Je parle de ces choses par rapport à ma chambre que je vais ouvrir bientôt, tout simplement parce que ce sont de fondamentaux. Ça veut dire savoir que nous sommes une maison. Dans la maison, on trouve le ménage, les gens qui partagent cette maison-là, la famille. Deuxièmement, nous avons des valeurs, les valeurs qui sous-tendent nos actions dans la maison. Si dans la maison, il n'y a pas de valeurs, si dans la maison, par exemple, on ne développe pas les valeurs de propreté, on trouvera que cette maison-là ressemble à une poubelle. D'accord? Donc, nous avons des valeurs. Et la troisième chose, nous avons le choix. Ça veut dire que nous pouvons décider de faire les choses d'une certaine manière ou nous pouvons décider de les faire d'une autre manière. Nous avons le choix. Maintenant, entrons dans notre chambre. Je suis en train de parler de la métalogique de la non-violence vers un paradigme d'inclusion économique, de transformation sociétale et de la préservation de l'environnement. Pourquoi j'ai dit vers? Qui peut me dire pourquoi j'ai dit vers un paradigme? Parce que c'est un processus, parce qu'il nous faut commencer quelque part, il faut commencer à y aller. Tout simplement parce que l'existant actuel n'a pas encore intégré l'inclusion économique, la transformation sociétale et la préservation de l'environnement. Et comme cet existant-là n'a pas intégré ces choses, ça veut dire qu'il y a des fissures dans notre chambre. Mr. King l'a dit, qu'il y a des fissures dans la maison.
si jamais certaines choses ne sont pas bien faites. Et là, moi, je vous signale qu'effectivement, dans la Chambre économique, sociale et environnementale de la RD Congo, il y a des fissures. Et il nous faut maintenant, à partir de certaines valeurs, réfléchir comment est-ce que nous allons réparer les fissures. Mais pour cela, nous avons le choix. Et le choix veut dire prendre des décisions courageuses. Parce que l'existant ne tient pas. Et pourquoi je parle de paradigme? Parce que le paradigme, en fait, symbolise une manière de faire, une manière de conduire les choses, de fonctionner. On va dire un certain niveau de pensée qui s'impose, qui est dominant. Mais tout simplement, dans le paradigme actuel, nous avons des énigmes que ce paradigme n'arrive pas à résoudre. Doit-on rester dedans? C'est-à-dire, on continue avec nos fissures jusqu'à ce que le toit va tomber sur nos têtes et tous nous allons mourir? Ou alors, on peut se dire, tiens, on a le choix, on peut s'élever, on peut changer les choses. Inclusion économique, ça sera ma première intervention. Vers une économie au service du bien-être collectif. Vers une économie au service du bien-être collectif. En fait, l'inclusion économique, pourquoi est-ce qu'on aborde cette question-là? Cette chambre-là, elle est très importante. Parmi les éléments qui symbolisent fortement la violence, on nous a cité quoi? La pauvreté. OK? Et c'est dans cette chambre-là qu'il est possible de ériger de valeurs, de faire de choix qui vont faire en sorte que les fissures de la pauvreté puissent être réparées et qu'enfin nous vivions mieux dans notre maison mondiale. Et donc, l'inclusion économique devient un pilier fondamental de quoi? De la métalogique, la non-violence. Si on essaie de regarder sur le plan économique, on va me dire, mais est-ce qu'il y a de violence économique? Évidemment qu'il y a de violence économique. Qu'est-ce que nous mettons dans violence économique? Par exemple, l'exclusion et la précarité, c'est une violence. Vous savez, dans la philosophie ou dans l'approche de l'éthique de la non-violence, on dit de la violence qu'elle est une manière de faire les choses qui ne devaient pas être. C'est tout simplement ça. Ici, il ne faut pas voir la violence seulement sur le plan physique. À partir du moment où nous faisons les choses comme ça ne devait pas l'être, nous sommes dans la violence. Et donc, les précarités ainsi que l'exclusion sont de formes de violence, mais de violences qui sont économiques. Parce que on arrive à avoir des personnes qui n'ont pas accès aux ressources dont ils ont besoin pour couvrir déjà leurs besoins sociaux de base, mais aussi pour s'épanouir. Et donc, quand il y a cette exclusion, quand on n'a pas accès, on ne sait pas évoluer. Il y a un auteur qui s'appelle Amartya Sen, qui parle du développement économique. Il dit, pour que quelqu'un arrive à des accomplissements, à des réalisations, il faut que la personne ait des dotations. Les dotations initiales, c'est-à-dire vous arrivez, vous êtes dans une famille, vous naissez dans une famille, vous avez des dotations initiales, peut-être l'héritage de vos parents. Bon, avec mes étudiants, quand je parle des questions d'héritage, généralement, ça ne concerne que le 1% de l'auditoire. C'est le cas de la plupart des Congolais que nous sommes. Ça veut dire que nous n'avons pas de dotations initiales. Par contre, Amartya Sen dit qu'il y a des dotations qu'on peut avoir au fur et à mesure qu'on évolue. Ça veut dire l'éducation.
l'accumulation. Et toutes ces choses vont pouvoir nous permettre d'activer des fonctionnalités et arriver à des accomplissements. Et donc, si nous sommes dans le cadre de précarité, nous sommes dans le cadre d'exclusion, non seulement nous n'avons pas les dotations initiales, mais nous n'avons pas non plus la possibilité d'avoir des dotations qui sont évolutives. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Il n'y aura aucune fonctionnalité, aucun accomplissement. Vous comprenez? Et donc, on mourra pauvre. Pauvre, ça veut dire que nous serons toujours dans la situation de fissure dans notre chambre économique. Deuxième type de violence, c'est l'exploitation et l'aliénation. Nous avons invité les responsables ou les chefs d'entreprise pour qu'on puisse aussi échanger avec eux. Vous savez, à partir du moment où vos travailleurs ne se sentent pas bien, ils ne sont pas bien traités, il va y avoir un souci de bien-être au travail et ça va affecter leur efficacité. Et quand ça affecte l'efficacité, ça va aussi affecter la productivité. Si vous avez des travailleurs qui travaillent sans avoir le plaisir de le faire, sans se sentir valorisés, en se sentant exploités, alors il y a une théorie en économie qui dit, la théorie d'agence qui dit, à partir du moment où il y a conflit d'intérêts, ça veut dire, moi je veux être bien traité, on ne me traite pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? On va développer ce qu'on appelle des comportements opportunistes. Ces comportements opportunistes vont faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Donc, l'agent qui est commis, je ne sais pas moi, à la route pour réguler la circulation, à partir du moment où, depuis le matin, il n'a pas pris son petit déjeuner, il est là sur la route, sous le soleil, avec en plus une tenue qui n'est pas appropriée pour cette saison-là, à partir de ce moment-là, il va développer les comportements opportunistes. Donc, s'il arrête quelqu'un, il va négocier avec lui plutôt que de l'amener directement au bureau, je ne sais pas moi, suivre la procédure normale. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le fonds, les ressources que l'État devait avoir vont être déviées et c'est ça le problème d'agence. Le problème d'agence conduit à l'inefficacité. Et donc, notre maison va demeurer avec des fissures. Troisièmement, la concentration et l'oligarchie. Ça veut dire que les ressources qui sont produites dans une nation sont concentrées dans les mains d'une petite partie de la population. Ça aussi, ça peut créer, c'est une forme en fait de violence. Et enfin, il y a l'extraction et l'épuisement. Est-ce que vous savez que même les ressources naturelles peuvent s'épuiser? Dans tous les cas, on a les exemples. Le rapport de Brundtland avait déjà averti sur ça il y a des années, mais aujourd'hui, nous sommes en train de les vivre. Donc, sur le plan économique, il y a des violences, on l'a vu. Sur le plan social, le manque d'accès aux services sociaux de base, c'est une forme de violence. Et enfin, le manque de préservation de l'environnement, c'est aussi une forme de violence. Pourquoi? Parce que de la même façon que l'homme réagit à ce conflit d'intérêts, l'environnement aussi réagit. Et quand l'environnement réagit, nous avons été ici inondés pendant 2 jours, les personnes sont restées bloquées venant de l'aéroport. Vous vous souvenez encore de la chose? Ça veut dire que tout a un effet retour. Je reviens à mes questions de départ. Avons-nous les bonnes valeurs pour commencer à aller vers un paradigme de quoi? D'inclusion économique. Avons-nous de bonnes valeurs
pour commencer à penser à la transformation sociétale. Avons-nous de bonnes valeurs pour, enfin, préserver l'environnement, la nature que Dieu nous a donnée? Alors, beaucoup de gens attendent sûrement que je donne les réponses à cette question. Je suis scientifique, je peux vous proposer des réponses. Mais nous, en science, on dit toujours, lorsque je m'adresse à une catégorie quelconque ou à un contexte quelconque, je dois contextualiser les pistes de solutions que je vous donne. Pourquoi? Parce que ce qui a marché aux États-Unis ne va pas forcément marcher de la même façon ici. Le contexte peut faire en sorte que ce qui a marché aux États-Unis en une année prenne 2 ans ici, mais avec d'autres éléments. Donc, ici, j'attire la conscience. Cette conférence, nous l'avons organisée, c'est pour poser les jalons, poser la première pierre et dire, Congolais, nous avons besoin de commencer à réfléchir, à repenser notre devenir, à voir loin. Georges Bernard Shaw a dit, certains regardent le monde et ils se disent, pourquoi? C'est juste, je regarde et ça se passe et je me dis pourquoi. Mais d'autres imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. L'objectif de cette conférence, c'est vraiment commencer à imaginer le Congo de demain. Nous ne sommes pas de politiques, nous sommes des scientifiques, mais les scientifiques travaillent avec les politiques, avec la société civile, avec toute la population. Et donc, je suis contente de voir et les politiques, et les chefs d'entreprise, et les étudiants, et tout le monde ici. Il est temps de commencer à se dire, à imaginer le Congo de demain, à imaginer notre chambre. Est-ce que notre chambre doit continuer telle qu'elle est là, ou bien notre chambre doit changer? Je disais, l'un des objectifs de cette conférence, c'est de créer un mouvement des Congolais, un mouvement non violent des Congolais, mais qui réfléchissent sur comment on peut, sans la violence, arranger les fissures qui sont dans notre chambre. Si c'était encore pas fini, on est encore inachevé, c'est dire qu'est-ce qu'il nous faut encore pour construire ce Congo. Donc ça, ce n'est qu'un début. Ensuite, on va continuer avec ce mouvement-ci. Mais quand même, permettez-moi avant de finir, de vous donner quelques éléments. Mes slides, si vous en avez besoin, je vais vous les envoyer parce que là, je ne suis pratiquement plus, je suis en train de faire passer d'autres slides. Quelques principes d'économie non violente. Professeur, il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Quelques principes d'économie non violente. Premièrement, la suffisance dignifiante. La suffisance dignifiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement garantir à chacun l'accès aux ressources essentielles pour une vie digne. La suffisance dignifiante. Garantir la suffisance dignifiante, c'est une valeur. Si on s'inscrit dans cette valeur-là, on va commencer, quand on est dans les institutions, on va commencer à voir quelles sont les décisions que nous devons prendre pour assurer à tous les Congolais une vie digne. Quand on est chef d'entreprise, on va se dire qu'est-ce que nous devons prendre comme décision pour que le personnel, les clients, toutes les parties prenantes de l'entreprise puissent se retrouver. Deuxièmement,
La réciprocité équitable. La réciprocité équitable, ça veut dire tout simplement assurer les échanges qui bénéficient équitablement à toutes les parties impliquées. Alors, je me dis, il y a sûrement quelqu'un qui s'est dit, ah, ça ne nous regarde pas, ça regarde les chefs d'entreprise. Ça, c'est vraiment pour le gouvernement. Non, c'est pour nous tous. Pourquoi? Parce que chacun de nous a une sphère d'influence. Même si votre sphère d'influence, c'est votre maison comme père des familles ou comme mère des familles, ces valeurs doivent déjà se ressentir là. Parce que si on regarde les autres, on aura l'impression que ça ne nous concerne pas. Et pourtant, oui, ça nous concerne tous. Régénération écologique. Vous voyez, je prends économique, je prends social et je prends aussi le côté environnemental. La régénération économique, c'est organiser l'activité économique dans les limites des capacités régénératives des écosystèmes. La capacité régénérative des écosystèmes. À chaque sphère d'influence, à chaque instance de décision, que l'on soit dans la société civile, dans les institutions, dans les universités, à chaque instance de décision, il faut se poser la question, est-ce que ce que nous sommes en train de faire va avoir un impact sur l'environnement ou pas? Et l'impact sur l'environnement commence par des petites choses. Une production excessive des imprimés. Vous imprimez 100 pages et puis vous coupez, vous jetez à la poubelle. Ça pouvait tout simplement se transférer par mail et ça reste numérique. Vous comprenez un peu? Laissez la lumière de la SNEL du matin jusqu'au soir. C'est consommer abusivement l'énergie. Pendant que dans des hôpitaux, il y a de nouveaux-nés qui en ont besoin. Vous voyez, c'est des choses simples. Hein? Très, 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 très simples. Prendre une deuxième bande alors que la route n'a que 2 bandes, aller et retour. Créer une troisième et c'est une violence. En fait, la violence, c'est faire ce qu'on ne devait pas faire. Vous comprenez? Donc, le problème d'embouteillage qu'on a, c'est un problème de violence. OK? Ici, comme je le disais, je viens juste jeter les bases en nous regardant dans les yeux comme les fils et les filles d'une même famille, la famille de la RD Congo. Il est temps que les choses changent. Mais pour que ces choses changent, nous avons besoin d'avoir des valeurs, nous avons besoin de faire des choix, nous avons besoin de prendre des décisions courageuses. Mais au-delà de tout ça, nous avons besoin de travailler ensemble et j'espère que vous serez tous inscrits dans le mouvement non violent que Leadership Academia University va créer. Je vous remercie.